En France, depuis 1958, nous sommes sous la 5e République. Et qui dit République, dit Constitution. Celle qui régit notre vie actuellement a été adoptée par référendum, logiquement, le 4 octobre 1958. Ce texte est qualifié de loi fondamentale qui fixe l'organisation et le fonctionnement d'un État. Sans elle, pas de système politique et pas de loi. Pas de palais. Et qui s'assure que toutes les lois votées et toutes les élections mises en place soient conformes à la Constitution, le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel comprend 9 membres qu'on appelle les sages. Ils veillent au respect de la Constitution et au bon fonctionnement des institutions. Un pouvoir donc au-dessus de tout qui attire forcément la magouille. Commençons par comprendre le fonctionnement du Conseil constitutionnel. Il s'agit donc de 9 membres qui sont nommés pour un mandat de 9 ans, renouvelé par tiers tous les 3 ans. Ils sont nommés par le président de la République, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Sachez aussi qu'en plus de ces 9 membres, tous les anciens présidents de la République sont membres de droit. Mais rassurez-vous, à ce niveau-là, ils font généralement l'école buissonnière. Pour être appelé sage, donc devenir membre du Conseil constitutionnel, vous n'avez paradoxalement besoin d'aucune qualification d'âge ou de profession. J'ai pas d'études, je suis rentrée grâce à une amie. Pas besoin alors d'avoir fait un seul cours de droit dans votre vie. Maintenant qu'on a nos 9 sages, quand est-ce qu'ils travaillent? Tout simplement quand on les sonne, ou plutôt quand on les saisit, comme on dit dans le jargon. On saisit le Conseil constitutionnel pour plusieurs raisons. D'abord, et c'est évident, pour s'assurer de la constitutionnalité d'une loi ou d'un traité. Mais le Conseil constitutionnel vérifie aussi la bonne tenue des élections, qu'elles soient parlementaires ou présidentielles. On vérifie alors vos comptes de campagne et on vous dit si vous avez triché ou pas, en gros. Et enfin, dernière mission importante, le Conseil constitutionnel, je cite, veille à la régularité des opérations de référendum et il en proclame les résultats. Ça fait peut-être beaucoup à engranger, mais vous allez voir, c'est important pour la suite. Bref, concernant les lois et les traités, ce qui est le gros du travail du Conseil constitutionnel, il y a 2 façons de saisir ce fameux conseil. Avant la promulgation d'une loi, on parle alors de contrôle a priori. Cette possibilité n'est ouverte qu'à des élus comme le Premier ministre, le Président de la République et les présidents du Sénat ou de l'Assemblée nationale, ou depuis 1974 à 60 sénateurs ou 60 députés. On peut aussi saisir le Conseil constitutionnel après la promulgation d'une loi, et je vous le donne en mille, on parle évidemment de contrôle a posteriori. Ce type de saisine est ouvert depuis 2010 à tout citoyen à l'occasion d'un procès. Si le Conseil constitutionnel déclare la loi contestée contraire à la Constitution, alors elle est tout simplement supprimée et ça peut vous sauver la mise dans votre procès. Bon bah acquitté, tu peux y aller. Ah bah il a dit voilà, ah bah si, voilà ça marche. Maintenant passons à ce qui a changé dans le domaine d'action du Conseil constitutionnel. De 1958 à 1971, le Conseil constitutionnel s'appuyait uniquement sur la Constitution, stricto sensu. La Constitution et rien que la Constitution. Puis à partir de 1971, par une décision dite décision liberté d'association, le Conseil constitutionnel a élargi son pouvoir au texte cité en préambule de la Constitution, à savoir le préambule de la Constitution de 1946 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Mais comme ce n'était pas assez, depuis 2005, pour notre plus grand bonheur, la Charte de l'environnement fait aussi partie de la liste. Cet ensemble de textes est ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. Mot très compliqué à prononcer au demeurant. Alors, je vous épargne les détails techniques, mais ça a été la porte ouverte à toutes les fenêtres, en gros. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, monsieur. Puisque, depuis, plein d'autres textes, chartes ou principes ont été ajoutés. Désormais, le Conseil constitutionnel peut contrôler à peu près tout, sous prétexte de préserver nos droits fondamentaux. Cette extension du périmètre de son contrôle, parce qu'en réalité, c'est de cela qu'il s'agit, va rendre le Conseil constitutionnel gardien des droits et libertés, ce qui n'était pas le cas auparavant. Maintenant que vous savez comment devenir sage et vous connaissez vos missions, parlons pognon. En termes de rémunération, les sages ne sont pas à plaindre. Le budget 2025 prévoit 17 millions d'euros pour le Conseil constitutionnel. Le premier poste de dépense de l'institution du Palais Royal porte sur les charges de personnel avec 9,8 millions prévus, dont 2,16 millions rien que pour les 9 sages. Et ça en fait de la b***. D'après Christophe Nagelen, qui aurait obtenu une fiche de paye d'un des membres du Conseil, la rémunération mensuelle d'un membre est de 14 999 € brut, soit 13 268 € net. Donc, un salaire presque aussi élevé que le président de la République et au-dessus même de celle d'un ministre. Donc on récapitule, on a un Conseil constitutionnel de 9 personnes, grassement payées, sans formation particulière, qui juge les lois et organise les élections dans notre pays, et tout ça dans le plus grand secret puisque seules les décisions du Conseil constitutionnel sont rendues publiques. Les procédures, elles, mettent 25 ans avant de sortir.
L'un des premiers reproches faits au Conseil constitutionnel, c'est sa tendance à user du copinage. Parce que pour faire simple, le Conseil constitutionnel est quasiment la seule institution à pouvoir saboter les projets du pouvoir législatif. Donc quand on fait partie de l'exécutif, Hi Mr. President, et qu'on a un plan précis pour le pays ou juste pour se faire réélire, mieux vaut pas que le Parlement puisse nous mettre des bâtons dans les roues. Et comme vous avez bien suivi la leçon, et compris que les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par le président de la République, donc actuellement Emmanuel Macron, et les présidents des assemblées du Parlement, à savoir Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher, vous vous doutez bien que les membres du Conseil constitutionnel auront, malgré l'obligation de neutralité, un certain penchant à défendre leur bienfaiteur. Je connais bien le préfet, et en général, c'est pas moi qui vais chez lui, c'est lui qui vient chez moi. D'autant, et ce détail n'est pas négligeable, que ça fait belle lurette qu'on n'a pas vu de vrais juristes au Conseil constitutionnel, mais plutôt des professionnels de la politique. Pour preuve, sur les 10 présidents qu'a connu le Conseil avant cette année, seulement 4 étaient munis d'un doctorat en droit. Et plus largement, sur les 88 membres qui ont siégé, 25 n'ont aucun diplôme en droit, 4 une agrégation, 18 un doctorat, 13 un simple diplôme d'études supérieures, 24 une licence et 4 une maîtrise. Mais comme on les surnomme les sages, ça passe. Dans le genre des nominations avantageuses, l'exemple le plus récent est évidemment la nomination à la tête du Conseil constitutionnel de Richard Ferrand par Emmanuel Macron. Richard Ferrand est connu pour être un proche du président, qui l'accompagne depuis le lancement du mouvement de la République en marche. Je sais pas si vous vous en souvenez, ça date. Et quand on sait que la prochaine présidentielle est dans seulement 2 ans et que les politiques français tremblent de voir Marine Le Pen monter sur le trône, on comprend alors que le poste de Richard Ferrand est véritablement essentiel. Je m'explique très concrètement en 3 étapes. 1. Marine Le Pen est en ce moment même possiblement confrontée dans l'affaire des assistants parlementaires du FN à une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire, c'est-à-dire avec la mise en application directe de cette inéligibilité sans attendre la décision définitive. Ce qui voudrait dire en gros qu'elle ne pourrait pas se présenter en 2027. 2. En parallèle, un élu mahorais dans la même situation a saisi le Conseil constitutionnel en posant cette question. Peut-on empêcher un élu condamné par la justice à une peine d'inéligibilité de se présenter à des élections alors que la peine n'est pas définitive et qu'elle peut être annulée en appel? 3. Si la réponse est oui, alors Marine Le Pen est hors jeu. Vous comprenez donc pourquoi avoir un copain de Macron à la tête du Conseil constitutionnel peut clairement l'arranger. De plus, Richard Ferrand, du haut de ses 2 années d'études de droit, de son expérience en tant que journaliste chez Automoto ou encore de son passage dans une agence de graphisme, n'a pas vraiment le CV qu'on espérait. Alors pour le défendre, Emmanuel Macron a appuyé sur ses 10 ans passés à l'Assemblée nationale. Sauf que de ces 10 années, la France retiendra qu'il a été rapporteur de 2 lois seulement, dont l'une n'a jamais abouti, et au perchoir, il a lancé une réforme du règlement de l'Assemblée nationale qui a été adoptée grâce aux seules voix de la majorité, donc de ses copains. Champion! Ah, et puis j'ai oublié de vous dire que ce même Richard Ferrand regrettait en juin 2023 qu'Emmanuel Macron ne puisse pas se présenter en 2027 pour un 3e mandat. Il proposait même de changer la Constitution. Autre ironie de cette nomination, qui a tout pour faire rager, je vous l'accorde, Richard Ferrand, en reprenant la tête de l'institution, va retrouver la magistrate Véronique Malbec, qu'il a lui-même nommée en février 2022 quand il était président de l'Assemblée nationale. Ok, mais qu'est-ce qu'il y a de scandaleux dans cette info, me direz-vous? Eh bien, Véronique Malbec était tout simplement la procureure générale de la Cour d'appel de Rennes, donc hiérarchiquement supérieure au procureur général du tribunal de grande instance de Brest, qui a classé sans suite en 2017 l'enquête concernant les mutuelles de Bretagne, à laquelle Richard Ferrand était mêlé. Je vous la fais très rapidement, en gros, Richard Ferrand était suspecté d'avoir profité de ses fonctions à la tête des mutuelles de Bretagne pour permettre à un proche d'acquérir un immeuble à moindre frais, à condition que ce dernier le loue via les mutuelles de Bretagne. C'est ce qu'on appelle, dans le milieu, une prise illégale d'intérêt. Pas de menace, hein, Pas de menace, hein. Vous l'aurez compris, ce qui pose le plus problème dans le fait que les sages soient majoritairement issus du personnel politique, c'est l'impartialité. Même si chaque membre prête serment avant d'exercer, il est indéniable que leur jugement peut être altéré. Par exemple, le fait d'avoir la main sur les comptes de campagne alors qu'ils sont eux-mêmes tout droit sortis d'un parti, ou d'avoir le pouvoir de se prononcer sur la constitutionnalité d'une loi dont ils ont parfois participé à l'élaboration en tant que Premier ministre, ministre ou parlementaire. Ça change tout. Un exemple. Le 16 septembre 2010, le Conseil constitutionnel confirme la constitutionnalité d'une loi. Je vous épargne les détails de la loi parce que c'est pas vraiment le sujet, mais parmi les 9 membres du Conseil à ce moment-là, 5 avaient un lien avec la dite loi. 2 sénateurs et un député qui l'ont voté dans leur assemblée respective, et un autre sage qui a personnellement participé à la rédaction de la loi comme directeur de cabinet du Premier ministre. Donc évidemment,
Ils ne l'ont pas censuré, vous imaginez bien. Alors il y a une solution à ce problème qu'on peut considérer comme un conflit d'intérêts, c'est que la personne concernée, si elle ne se sent pas capable de juger en toute impartialité, elle peut se déporter, c'est-à-dire ne pas siéger. Je vous mens pas, c'est rarement arrivé. On compte une vingtaine de cas de 58 à 2010, et un peu plus de 70 depuis 2010. Mais on se souvient donc plus des moments où la personne ne s'est pas déportée, bien évidemment. Comme Laurent Fabius, par exemple, président du Conseil constitutionnel jusqu'à Richard Ferrand, qui valide en août 2021 la constitutionnalité de l'extension du pass vaccinal. Sauf qu'à ce moment-là, son propre fils Victor Fabius est directeur associé de McKinsey, le fameux cabinet qui a conseillé le gouvernement dans sa stratégie sanitaire. Vous l'aurez compris, pas d'autorisation du Conseil constitutionnel, pas de pass vaccinal, pas de pass vaccinal, pas de stratégie sanitaire, pas de stratégie sanitaire, pas de pognon pour le fiston. Coïncidence? Je ne crois pas. Les membres du Conseil constitutionnel, par leur nouveau statut, doivent aussi se mettre en retrait de la vie publique, c'est-à-dire ne pas parler publiquement sur des sujets en lien avec le Conseil constitutionnel ou même ne pas prendre la parole du tout. Mais il existe évidemment une magouille comme partout, et c'est ce qu'on appelle ici une mise en congé. Plus question de serment pendant un temps. C'est ce qu'a fait par exemple Simone Veil lorsqu'elle faisait campagne en faveur du oui au référendum sur le traité pour une constitution pour l'Europe. Et ce, alors même que le Conseil statue pour le contrôle des référendums. Pratique, ces mises en congé. Notez dans vos agendas qu'à partir de lundi, je ne serai pas là pendant 1 mois, parce que je fais le pont. Et après, je fais la grève. Et après, je pars en stage. Mais il faut savoir que le terme même de mise en congé est ici sans fondement juridique. Normalement, la seule hypothèse légale pour un membre du Conseil constitutionnel de ne plus être lié à sa prestation de serment, c'est sa démission. Vous imaginez bien qu'il y a eu peu de démissions en ce sens. Après, du coup, il y a ceux qui se donnent même pas la peine de se mettre en congé, comme encore une fois Laurent Fabius, qui devient référent environnement pour l'ONU, ou Jean-Louis Debré, rest in peace, qui déjeune avec des représentants du MEDEF pour discuter des décisions du Conseil constitutionnel. Mais il y a un exemple encore pire et encore plus gros, c'est Alain Juppé qui dit au point, sans aucune pression, « Si j'étais parlementaire, je voterais certainement une loi sur la fin de vie », alors que la loi est actuellement en débat au Parlement. Plus c'est gros, plus ça passe. Logique alors que ce même Laurent Fabius, encore une fois lui, tente en 2024 d'interdire un colloque d'avocats qui critique l'indépendance du Conseil constitutionnel. Franchement, je vois pas, d'après ce que j'ai dit, ce qui peut lui faire peur. Concernant les comptes de campagne, le Conseil constitutionnel est en charge de veiller au bon déroulement des élections, ce qui passe donc par un contrôle des comptes de campagne. Sa seule voie peut écarter ou protéger un candidat. C'est ce qui s'est passé en 1995 lors de la présidentielle. Le Conseil constitutionnel aurait maquillé les comptes de campagne des deux candidats de droite, Édouard Balladur et Jacques Chirac. Le premier aurait déplacé son plafond de dépenses de 6 millions de francs et l'autre de 5 millions. Mais ça, on ne le savait pas avant le vote, alors le 7 mai 95, Jacques Chirac est élu. Mais quand les rapporteurs du Conseil constitutionnel montrent aux sages les irrégularités dans les comptes et du président et du candidat malheureux Édouard Balladur, les sages, présidés par Roland Dumas, décident de fermer les yeux. Mieux encore, il maquille les comptes de campagne en retirant bien gentiment certaines dépenses. D'autant que dans le cas de Balladur, une partie des sommes dépensées dans la campagne proviendrait d'une vente d'armement au Pakistan qu'il aurait orchestrée en tant que Premier ministre et qui lui serait revenue dans la poche sous forme de rétrocommission. Rétrocommission que le président Chirac empêche pendant son mandat en ne versant plus les commissions prévues. Une décision qui serait à l'origine de l'attentat de Karachi au Pakistan, qui a coûté la vie de 11 Français. Donc en gros, le Conseil constitutionnel aurait du sang sur les mains. Récapitulons, le gouvernement nomme ses copains au Conseil constitutionnel, ses copains ne se gênent pas pour enfreindre les règles de l'impartialité avec tout un tas d'astuces pour avantager leurs bienfaiteurs, et au bout du compte, c'est à nous qu'on reproche de ne pas faire confiance aux institutions et d'être dans le complot. Le gouvernement. C'est vrai que si vous étiez irréprochable, on ne vous soupçonnerait peut-être pas des pires magouilles. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé récemment avec la loi immigration. On a un texte déposé par le gouvernement qui passe entre les mains de l'Assemblée nationale et du Sénat. Jusque-là, rien d'anormal, c'est la procédure. Et comme le texte fait grincer des dents et qu'il a été pas mal retoqué par le Sénat notamment, une première saisine est faite par Emmanuel Macron. C'est juste pour vérifier que tout est ok. Soi-disant. Une deuxième saisine vient de Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui trouve qu'il y a 2-3 articles du Sénat qui ne vont pas. Et enfin, un groupe de 60 députés de gauche, puis un groupe de 60 sénateurs également de gauche, s'en mêlent et saisissent aussi le Conseil constitutionnel. En fait, le gros du texte a été modifié par des sénateurs de droite, du genre Bruno Retailleau, donc évidemment, c'est une levée de bouclier gauchiste. D'où toutes ces saisines. Mais encore une fois, c'est une procédure qui est légale. Le sort de cette loi repose donc sur le Conseil constitutionnel qui finit par rendre sa décision, et paf, 32 articles sur 86 sont censurés parce qu'ils n'ont pas de lien direct ou indirect avec le projet de loi initialement posé sur la table. Ça vous paraît peut-être compliqué à comprendre, mais encore une fois, c'est complètement légal. Ça veut dire en gros qu'on ne peut garder que les 54 articles restants qui sont
les moins énervés du texte, donc sûrement les moins efficaces. Alors oui, le Conseil constitutionnel avait le droit de faire ça s'appelle même, il y a un nom pour ça, les cavaliers législatifs, mais oui, vous avez quand même le droit de trouver que c'est un peu injuste. D'autant que par la suite, les républicains, qui ne se démontent pas, décident de proposer un référendum d'initiative partagée sur l'immigration. Si ça ne passe pas au niveau parlementaire, essayons de demander directement au peuple. Mais qui refuse? Toujours le Conseil constitutionnel, qui évidemment rejette ces propositions. Conclusion, quand ce n'est pas une magouille qui se voit de ce qu'on appelle les sages, c'est parfois juste un léger biais politique. Mais parfois, quand c'est ni l'un ni l'autre, c'est carrément la Constitution qui ne va pas. Sauf que si la Constitution ne va pas, le seul qui peut la modifier, c'est le président de la République. Cette révision passe alors soit par le Parlement, et là je vous le donne en mille, vu l'état du Parlement, ça promet, soit par référendum. Mais qui contrôle encore une fois les référendums? Le Conseil constitutionnel. Alors tout ça vous paraît peut-être complexe, peut-être indigeste, mais en gros ce qu'il faut comprendre, c'est que l'institution au-dessus de tout, l'institution au-dessus de nos lois, l'institution au-dessus presque du président parfois, eh bien, est faite de copinage, de politique et surtout d'incompétence. De tous les côtés, on est bloqué.